Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat du numéro 16 de Culture Service, débat qui va porter, messieurs, sur l'entreprise libérée. Et on va essayer de voir ce qu'il en est de ce nouveau concept. Le débat sera organisé comme à l'accoutumée en 5 parties. La première étant de définir ce concept qui, encore une fois, est relativement nouveau. Et l'idée générique étant de voir si on doit, et si oui, comment aller vers l'entreprise libérée, qu'est-ce qu'elle apporte aux collaborateurs, et puis peut-être quelles sont ses limites. Je vais laisser mes deux interlocuteurs se présenter. À ma droite, Christophe Thuillier, vous êtes PDG d'AG6, vous allez nous dire ce que fait cette entreprise. Et puis monsieur Jean-Jacques Gressier, qui est le PDG de l'Académie du Service. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et je vais donc passer la parole à Christophe Thuillier pour qu'il se présente. Merci et bonjour. Bonjour. Donc, je suis Christophe Thuillier, je dirige une entreprise informatique, donc une SS2I donc basée donc à Noyon, en Picardie. Donc on est une 50aine de collaborateurs. Donc on intervient sur 2 axes stratégiques. Donc tout ce qui concerne les technologies de l'information. Donc on installe, on supervise donc l'informatique de nos clients à travers le monde. Et on a un deuxième axe qui concerne à développer et à mettre en place des plateformes collaboratives. D'accord, parfait. Jean-Jacques, je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc moi je m'appelle Jean-Jacques Gressier, je suis le PDG de l'Académie du Service, qui est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises afin qu'elles puissent rentrer dans cette culture de service dont on parle beaucoup maintenant. C'est pas nouveau, mais on en parle maintenant beaucoup et là, notre enjeu à nous, c'est de montrer à la fois que cette culture de service est un moyen de performance des entreprises au service de ses clients et de ses collaborateurs. D'accord. Alors, je le disais, on va rentrer dans le vif du sujet. L'entreprise libérée, ce ne sont pas forcément 2 termes que l'on accole naturellement. On dit que le concept est nouveau, il est déjà pour partie critiqué. Qui veut se lancer dans une tentative de définition de ce qu'est, de ce que pourrait être une entreprise libérée? Libérée de quoi? De quelles contraintes? Bien, pour moi, donc, la libération de l'entreprise, ça consiste à libérer donc, les énergies donc, d'un plus grand nombre de collaborateurs. Donc en mettant un contexte favorable à leur épanouissement. Et donc on va travailler pour ça sur 3 grands axes. Le premier axe, ça va être de rassembler les collaborateurs autour d'un projet commun auquel ils peuvent croire. Le deuxième axe, ça va être de développer leur maîtrise et leurs compétences. Et le troisième axe, ça va être de pouvoir développer et mettre un contexte favorable pour qu'ils puissent développer leur autonomie. D'accord. Vous voulez développer un petit peu justement sur chacune de ces trois parties, notamment la partie autonomie, puisqu'on abordera, on le verra plus tard, la question que pose l'entreprise libérée, la question qu'elle pose concernant l'évolution des modes de management. Notamment. Eh bien, en fin de compte, l'objectif pour libérer les énergies, en fin de compte, c'est de faire en sorte que les gens soient motivés. Donc qu'ils puissent s'épanouir, et c'est là où effectivement où ils pourront le plus s'impliquer dans l'entreprise et avoir une meilleure performance possible. Donc les 3 axes que je viens de citer, donc ça va être effectivement les axes sur lesquels on va être capable de pouvoir intervenir pour pouvoir mettre un contexte favorable à leur épanouissement. Alors concernant l'autonomie, eh bien l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'ils puissent effectivement s'occuper de la manière du comment ils vont travailler. C'est-à-dire que nous, on va fixer les objectifs et la manière dont vont être réalisés ces objectifs, voilà, ça ne va pas être important pour nous. Donc ça va être eux qui vont avoir en charge la capacité à pouvoir choisir la manière dont ils vont travailler. Donc on va travailler également sur plusieurs autres axes. Donc, en fonction des métiers, parce que ce n'est pas toujours possible, mais on va proposer aussi aux collaborateurs des périodes où ils peuvent travailler. C'est-à-dire que c'est eux qui vont choisir quand ils vont travailler. Donc ce n'est pas possible pour tous les métiers, mais quand c'est possible, ils vont pouvoir choisir quand ils vont travailler. Et on va également permettre de choisir, qu'ils puissent choisir d'où ils peuvent travailler. Donc quand c'est possible, et donc on parlera après de la déspatialisation qu'on a mis en place chez nous, et bien en fin de compte, voilà, c'est vraiment la capacité à leur donner effectivement la capacité à choisir et la manière dont ils vont être le plus performants pour l'entreprise. En quoi est-ce que ça peut, je me tourne vers vous, Monsieur Gressier, en quoi est-ce que ça peut être synonyme d'une plus grande efficacité? Et si oui, est-ce que c'est forcément sur la base d'un engagement fort des collaborateurs, des salariés, autour de ce modèle, de cette formule, de ce concept d'entreprise libérée? Alors, effectivement, est-ce que c'est un gage d'une plus grande efficacité? Sans aucun doute, parce que sinon, je pense que les tentatives et toutes les expériences, parce que ce n'est pas un concept si nouveau.
c'est un concept dont on se met à parler beaucoup. Mais les premières expériences ne sont pas si récentes. Elles sont en train de devenir beaucoup plus nombreuses parce que beaucoup d'entreprises, justement, cherchent par quels moyens elles peuvent répondre aux exigences du marché. Et quand je parle du marché, je parle du marché des services en général, qui demande aujourd'hui aux entreprises d'être très agiles, d'être capables de s'adapter à chaque client, à chaque demande singulière. Et seul un concept qui va relibérer les énergies, qui va relibérer la capacité à prendre des décisions de chacun des ambassadeurs de l'entreprise en contact avec chaque client, va permettre de répondre aux exigences des clients qui sont de plus en plus importantes et fondamentales pour la réussite de l'entreprise en termes d'agilité, de réponse personnalisée, d'adaptabilité. Donc aujourd'hui, les entreprises y viennent. Peut-être que certains précurseurs y sont allés avec une pensée humaniste, en disant c'est l'entreprise que je veux construire et une entreprise où les hommes collaborateurs seront bien. Et ça continue à exister. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on en parle beaucoup, c'est parce qu'à ces entrepreneurs humanistes s'ajoutent des entrepreneurs qui prennent la libération comme un chemin qui les amène vers une performance dont ils ont besoin pour survivre. Donc je crois que c'est important de le reposer aussi sur ces bases-là, même si après, et ça c'est quelque chose sur lequel nous on insiste toujours, que ce chemin-là est un chemin de réconciliation entre les exigences de performance et les exigences de bien-être au travail. Voilà, vous êtes débat. Je pense qu'effectivement tout est lié parce qu'à partir du moment où le collaborateur sait pourquoi il travaille, donc il croit en ce qu'il fait, qu'il a la compétence pour pouvoir le faire et qu'il choisit la manière dont il va le faire, eh bien ça lui donne tous les ingrédients pour être le plus performant possible et le plus épanoui possible. Et à partir de ce moment-là, quand on a quelqu'un qui est épanoui, qui est bien dans son travail, eh bien il va donner le meilleur de lui-même et de ce fait, ça joue directement sur la performance de l'entreprise. Je pense que le lien entre la libération effectivement, des énergies des collaborateurs et la performance de l'entreprise, elle est vraiment directe par rapport à ça. On sait tous dans nos entreprises la différence entre un collaborateur qui fait juste son travail et un collaborateur qui est impliqué. Donc à partir du moment où, à travers l'entreprise libérée, on va avoir la possibilité à avoir le plus grand nombre de personnes impliquées, eh bien, directement, ça va jouer sur les performances et la pérennité de l'entreprise. Alors vous défendez, Monsieur Gressier, le concept également de symétrie des attentions. Est-ce que vous pouvez d'un mot nous le résumer pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas encore, et nous dire quel lien vous établissez entre cette symétrie et une entreprise qui serait libérée? Alors évidemment, c'est important de rappeler ce concept de la symétrie des attentions qu'on a modélisé, et sur lequel on a beaucoup écrit déjà, et qui est aujourd'hui un concept dont la réalité est prouvée par beaucoup d'études mondiales. Des études mondiales qui montrent par exemple que quand on gagne 2 points d'engagement des collaborateurs sur une échelle de 0 à 10, on gagne 1 point de satisfaction client sur la même échelle. Et quand on sait ce que ça peut faire d'avoir des clients qui passent de 8 à 9 en termes de satisfaction, on voit bien tout de suite les enjeux économiques qu'il peut y avoir entre l'engagement et la satisfaction des clients. La symétrie des attentions, donc, qui est à l'origine de beaucoup de nos méthodes, elle dit quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que tous les dirigeants, quand on leur en parle, sont d'accord intellectuellement avec ça. La symétrie, elle dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation entre cette entreprise et ses propres collaborateurs. Donc quand on le pose comme tel, on crée un pont, on va dire horizontal, entre une approche marketing, comment est-ce que je peux offrir la meilleure expérience client possible, et une approche managériale, c'est-à-dire quelles conditions de travail ensemble je mets en œuvre, et donc je crée l'un en miroir de l'autre. Ça, c'est la symétrie dans sa vision horizontale. Et là, intellectuellement, elle est facile à appréhender. La difficulté, c'est que la symétrie, elle a une autre dimension qui, elle, est verticale. Parce qu'elle dit tout à fait logiquement qu'on ne peut pas reproduire un comportement qu'on ne reçoit pas. Et à ce moment-là, elle pose le principe de l'exemplarité. Elle pose le principe du rôle du dirigeant dans cette propre transformation, c'est-à-dire comment le dirigeant se transforme lui-même pour être en capacité de transformer son entreprise. Et c'est là où les concepts de libération se rejoignent, parce que nous, on a beaucoup d'entreprises pour lesquelles on travaille, sont complètement d'accord, et les dirigeants, quand ils commencent à travailler avec nous, sont complètement d'accord avec le concept de la symétrie des attentions. Et après, on se rend compte néanmoins que c'est difficile. Et c'est difficile parce que très vite, ce concept de la symétrie va buter sur ce qu'on a appris des bonnes règles du management.
Hein, les bonnes règles du management, c'est avoir du pouvoir, c'est dicter des processus, c'est dire aux autres ce qu'il a à faire, c'est être en permanence dans le contrôle. Alors que la libération, il faut revenir à sa genèse. Elle repose quand même, et c'est en ça aussi, quand on veut expliquer un concept, qu'il faut parfois revenir à l'origine, elle repose quand même sur quelque chose que tout le monde connaît, c'est l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quand même intéressant, et je vais vous le relire, parce que je pense que c'est important, quand on lit des textes comme ça, de les relire mot à mot. La Déclaration de 48, donc c'est pas nouveau, elle dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc on peut supposer quand même que ça peut fonder beaucoup de nos comportements. Si vous transposez cet article 1 dans comment vous voyez votre rôle de manager et comment vous voyez votre rôle de personne qui va faire que les gens travaillent ensemble, on passe de la symétrie des attentions, qui est une ouverture, je dirais quelque part quelque chose qui pose les choses en horizontal et en vertical, à une vision d'une transformation managériale. Donc pour moi, la libération, c'est comment je peux réellement aider une entreprise à incarner cette symétrie qu'elle a acceptée intellectuellement, mais qu'elle a du mal à mettre en œuvre. D'accord. Est-ce que vous validez ce principe qui est que les collaborateurs heureux et satisfaits font les entreprises performantes, pour clore cette première partie sur la définition en quelques minutes? C'est un point dans lequel je me retrouve énormément. Alors, j'ai repris la direction de l'entreprise il y a 6 ans, et je me souviens qu'à l'époque, ce que je disais à mes collaborateurs, c'est « moi, mon rôle, c'est de m'occuper de vous. Et vous, votre rôle, c'est de vous occuper de nos clients. Et à partir du moment où chacun de nous occupe bien son rôle, eh bien, tout le monde sera heureux. » Et en fin de compte, je rejoins totalement ce que tu dis, parce que, en fin de compte, on a humainement et naturellement, on a tendance à reproduire ce qu'on reçoit. Donc à partir du moment où on reçoit de la considération, à partir du moment où on reçoit de la confiance, de la liberté, du bien-être, eh bien, on a naturellement envie de reproduire ça. Donc, et les collaborateurs le font. Nous, on le voit en pratique, parce que vraiment, nous, notre rôle, et moi, mon rôle, c'est vraiment m'occuper d'eux, de leur mettre un contexte favorable à leur épanouissement. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les gens ont envie d'aller plus loin, ont envie de faire plaisir, ont envie de rendre service aux clients, et parce qu'ils savent qu'effectivement, derrière, ça fait grandir l'entreprise. Donc, je pense que le lien entre l'entreprise libérée et la symétrie des attentions, on peut parler de la même chose. D'accord. Avec derrière la performance des entreprises.